بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, je me présente l'enseignante Birkoun Hanan, maître assistante à l'université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, en spécialité géographie et aménagement de territoire. Donc, je présente aujourd'hui un cours de technique cartographique. Donc, ce cours est destiné pour les premières années licence géographie et aménagement de territoire LMD de semestre 1. Donc, pour pouvoir suivre ce cours, l'étudiant doit connaître des connaissances de base en mathématiques, donc la transformation des unités de mesure et des distances et l'application des différentes formules. Doit connaître aussi des concepts de base sur la carte en général, les modes principaux de projection, ça veut dire les coordonnées UTM et Lambert. D'après cette cours, on trace un objectif principal. Il s'agit d'initier l'étudiant à lire l'information textuelle statistique, à la représenter et à la visualiser par les différentes méthodes graphiques qui lui seront enseignées à travers cette matière. On trace aussi des objectifs spécifiques. Donc, les compétences visées par ce cours sont: l'étudiant sera capable de lire et analyser les données numériques, utiliser les chaînes numériques et graphiques et enfin représenter sur une carte géographique. Le contenu de cette matière, on commence par l'introduction, initiation à la cartographie, on va voir objectifs et principes de la cartographie, habillage de la carte et deuxièmement les bases d'expression cartographiques, les implantations ponctuelles linéaires et zonales, les variables visuelles et enfin la discrétisation et on termine par des références. On commence par l'introduction. Donc, c'est quoi la cartographie à votre avis? Donc, généralement, la cartographie, c'est la science de réalisation des cartes géographiques. Donc, c'est une science qui assemble les deux choses, donc l'art et la science. Donc, la définition de la cartographie est comme une science, un art et une technique. Ses bases sont mathématiques, notamment en ce qui concerne la détermination de la forme et des dimensions de réalité ou de terrain. Donc, puis la représentation de la surface terrestre sur un plan, ça veut dire la carte, grâce au système de projection. Ça veut dire en mode de 3 dimensions vers les 2 dimensions pour représenter sur la carte. Et enfin, l'établissement d'un canevas planimétrique, ça veut dire en 2 dimensions, et altimétrique, ça veut dire elle conserve les formes et les dimensions. Donc, l'enjeu est la fiabilité et la précision. Donc, la question posée ici, donc, comment ça marche la cartographie? Pour avoir la réponse, donc, voyons ensemble cette vidéo. C'est parti, fabriquons une carte. On ne peut pas le faire seul. Fabriquer une carte fait intervenir une multitude d'experts et de savoir-faire. Alors, en route, allons suivre leur travail. Suivons en particulier le travail de l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, un des organismes qui s'occupe de réaliser les cartes en France. Tout commence avec 4 avions munis d'appareils photo très performants. Chaque année, ils sillonnent un tiers du territoire français pour prendre des images verticales du territoire. Donc, 3 ans sont nécessaires pour photographier l'ensemble du territoire. Exactement, mais il faut réunir plusieurs conditions. D'abord, une bonne météo, car s'il y a des nuages, pas d'image. Ensuite, être à la mi-journée, l'heure à laquelle les projections des ombres sur le sol sont les plus faibles. L'avion se positionne ensuite sur un cap et une altitude donnée et il s'y tient. Une première photo est prise, puis une deuxième, puis une troisième. Chaque photo couvre un territoire de 1,5 km par 1,5 km au sol et chevauche la précédente d'environ 60%. Ces photographies donnent tous les détails du terrain. Chaque point de la photo correspond à une petite portion de sol carré de 25 cm de côté. Parfois, on va même jusqu'à 5 cm. C'est la très haute résolution. Une fois la ligne finie, l'avion fait demi-tour en naviguant sur un axe parallèle au premier.
Et de la même manière, les clichés se chevauchent dans l'autre sens. Toute la zone est ainsi photographiée. Mais pourquoi les photographies ont-elles besoin de se chevaucher? Grâce au chevauchement, chaque point est photographié selon deux angles différents. C'est comme si l'avion avait deux yeux, et chaque œil voit une image légèrement différente. C'est la superposition de ces deux images qui permet de percevoir la profondeur et le relief. Ainsi, le chevauchement des photographies permet de prendre en compte le relief des objets et du sol. C'est la stéréoscopie. Ok, maintenant il n'y a plus qu'à imprimer les photos pour avoir une carte? Pas exactement, car les images obtenues déforment la réalité. Regarde, elles ne sont pas exactement verticales en tout point avec les éléments au sol. Elles ne correspondent donc pas à une carte plane. Ainsi, pour corriger ces prises de vue, il faut 3 étapes. Premièrement, calculer leur orientation dans l'espace à partir de mesures précises sur les images. C'est la photogrammétrie. Cela permet d'éviter les distorsions de l'appareil photo et l'inclinaison de la prise de vue. Deuxièmement, calculer le relief et troisièmement, corriger les erreurs relatives à celui-ci. La photo obtenue s'appelle orthophotographie. Ortho comme droit en latin? Ah mais je comprends tout. Et la prochaine étape? Homogénéiser la couleur des clichés et regrouper puis assembler toutes les images selon une grille. Les superpositions sont supprimées. On obtient ainsi une représentation précise d'une zone géographique. Et alors ça y est, notre carte est prête? Attends, il reste encore quelques étapes. Ces prises de vue aériennes sont complétées avec des prises de vue satellitaires qui capturent l'ensemble du territoire français chaque année et donc permettent une mise à jour plus rapide des données. Et ce n'est pas tout. Des géomètres et topographes sillonnent également le pays pour effectuer des mesures de terrain et compléter ce qui ne peut pas être vu par les photos aériennes ou satellitaires. Sentiers en sous-bois, limites des communes, toponymie, c'est-à-dire les noms des lieux. Ces images ainsi que toutes les informations géographiques visibles qu'elles permettent d'identifier ou de mesurer viennent enrichir en continu les immenses bases de données de l'IGN. Des millions de kilomètres de routes, de sentiers, d'adresses, de toponymes, etc. Mais en fait, les cartes que l'on achète, ce ne sont pas des photographies. Elles ressemblent plus à des dessins, non? Tu ne crois pas si bien dire. Autrefois, les cartes étaient dessinées à la main, mais aujourd'hui, elles sont créées numériquement. Le cartographe s'appuie sur les bases de données pour les élaborer. Il fait appel aux milliers d'informations disponibles sur le relief, les limites de terrain, les routes, les habitations, les noms et les superpose numériquement. Attends, avec toutes ces informations, on s'y perd un peu, non? Et justement, c'est le rôle du cartographe de placer au mieux les éléments comme les noms des lieux ou les petits symboles que tu retrouves dans la légende, afin que ce soit le plus lisible possible. Voilà, notre carte est enfin prête. En version papier ou numérique, je suis sûre qu'elle aidera beaucoup de gens à s'orienter. On va voir quelques définitions. D'après cette explication, c'est quoi la définition ou c'est quoi une carte? Donc la carte généralement c'est une représentation ou bien on dit projection. Projection réduite de réalité, simplifiée et conventionnelle, ça veut dire on utilise des signes conventionnels de réalité sur un plan. Donc les types de cartes, en géographie généralement on utilise la carte base, c'est une carte topographique, et les cartes thématiques d'après l'analyse de la carte topographique. Donc quelle est la différence entre les deux? Pour voir la différence, voyons ensemble cette vidéo. Donc la vidéo de la carte topographique. Les cartes physiques et topographiques représentent aussi fidèlement que possible la surface du sol. Elles indiquent notamment le relief. Pour représenter des montagnes sur une carte, on peut relier les points situés à la même altitude par une courbe de niveau. Les points situés à 50 mètres d'altitude sont reliés par une première courbe de niveau. Les points situés à 100 mètres d'altitude forment une seconde courbe de niveau, et ainsi de suite jusqu'au point culminant du relief. Des courbes de niveaux intermédiaires peuvent améliorer la précision de la carte. Quand ces courbes sont très rapprochées, elles indiquent que l'altitude varie rapidement, donc que la pente est raide. Au contraire, quand elles sont espacées, le relief est plus doux. Une échelle de couleurs peut aussi être utilisée pour mettre le relief en évidence. Sur cette carte de l'Asie, les régions peu élevées sont indiquées en vert.
Les zones situées entre 500 et 2000 mètres d'altitude sont représentées par une gradation de brun et les sommets de plus de 3000 mètres sont repérés en rose. Ce système permet de visualiser rapidement les éléments du relief, comme par exemple les chaînes de montagnes. La cartographie sert à représenter la géographie physique d'une région, mais elle permet aussi d'illustrer des phénomènes très variés, comme par exemple la répartition de la population au Japon. Une carte de ce type est une carte thématique. Une carte thématique repose sur un fond de carte montrant les limites du territoire concerné. Les phénomènes cartographiés sont représentés à l'aide d'un langage graphique expliqué dans la légende de la carte. Sur cette carte thématique d'Europe, par exemple, une gradation de couleurs indique la densité de population. Des boulets de différentes dimensions identifient les villes principales et des traits continus ou pointillés schématisent le réseau ferroviaire. Cette carte thématique est dite synthétique car elle souligne le lien entre deux phénomènes, la densité de population et la répartition des lignes ferroviaires. Il existe une multitude d'autres cartes thématiques, comme la carte des climats du monde ou encore les cartes de prévision météorologique. La vidéo de la carte topographique, premièrement, et la carte thématique, deuxièmement. Donc la différence entre les deux, que la topographie ou la carte topographique contient un topos, ça veut dire un lieu, et graphien, ça veut dire la terre. Ça veut dire on dessine, on représente sur la carte topographique toutes les formes de détail ou toutes les variables de lieu. Par contre, la carte thématique, elle traite un thème bien précis. Ça veut dire il y a un seul thème. Donc, quelle que soit la population, marchandises, flux de migration, etc. Donc, c'est ça la différence. Il y a aussi un autre thème des modes de projection. C'est quoi les modes de projection? Ça veut dire on va projeter les formes de terrain en mode de 3 dimensions vers les dimensions. Donc, quels sont les principaux modes ou les principaux modes de projection? Donc, en voyant ensemble cette vidéo aussi. Les projections cartographiques. La Terre est une sphère que l'on peut représenter sous la forme d'un globe physique ou virtuel. Avez-vous déjà essayé de découper une sphère comme un ballon de basketball et de le mettre à plat? Ce n'est pas très évident car il y aura toujours des bosses et des trous dans la découpe qui ne permettent pas de faire un rectangle parfaitement plat. Pour créer ce rectangle, il faudrait étirer certains côtés du ballon et donc modifier les surfaces. On pourrait aussi redécouper le ballon en reconfigurant les angles. Pas très simple cette histoire. Alors comment faire pour représenter une sphère sur une surface plane? Les géographes et les cartographes utilisent ce que l'on appelle une projection cartographique. Projection car on projette le globe sur une surface plane. Quitte à modifier les angles, les surfaces, les distances, les directions ou les contours généraux des éléments représentés. La projection la plus courante est dite cylindrique, car elle consiste à envelopper la Terre dans un cylindre et à reporter chacun des points de sa surface sur le plan du cylindre. Il existe d'autres types de projections, comme la projection conique ou la projection azimutale, mais ici, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Une des projections les plus communes est la projection imaginée par le géographe Mercator au XVIe siècle. Dans cette projection, la forme des continents est exacte, mais la carte est étirée au niveau des pôles, le Groenland ou l'Antarctique voient leur surface largement exagérée. Comme vous pouvez le voir, le Groenland apparaît presque aussi grand que l'Afrique, alors qu'il est en réalité 15 fois plus petit. Ainsi, aucune projection ne permet de représenter fidèlement la surface de la Terre.
Le choix du type de projection dépend donc des besoins du cartographe, des informations qu'il souhaite représenter et transmettre. La projection de Mercator est par exemple largement utilisée dans la navigation, car elle offre une grande précision dans les déplacements lorsque le navigateur utilise un compas. La projection de Gall-Peter, contrairement à la projection de Mercator, elle permet de prendre en compte la superficie réelle des continents. Elle donne ainsi une place plus importante à l'Afrique, mais elle n'est pas vraiment pratique pour représenter des informations lorsqu'on se rapproche des pôles. A l'inverse, les projections azimutales centrées sur le pôle Nord sont pratiques pour représenter les hautes latitudes dans l'hémisphère Nord et les échanges entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Enfin, on sort là de la projection cartographique, mais la cartographie c'est avant tout une histoire de points de vue et tous les planisphères ne sont pas centrés sur le même point. Les cartes les plus fréquemment utilisées représentent l'Europe au centre, mais plusieurs planisphères sont centrés sur d'autres régions, comme ici l'Amérique, mais aussi le Pacifique, ou bien même l'Australie, avec ce planisphère inversé. Même si cela peut paraître bizarre au départ, aucune de ces représentations n'est totalement vraie ou totalement fausse. Une carte déforme toujours la réalité et propose toujours une vision sélective et incomplète. D'après avoir cette vidéo, donc dans la carte base ou la carte topographique, on va voir une projection UTM, ça veut dire des coordonnées UTM. C'est une projection se fait pas sur un cylindre, ça veut dire chaque point a la ses coordonnées x, y. Donc généralement sur la barre numérique, tout ce qui est en degrés, ce sont des coordonnées UTM. Par contre, Lambert, ce sont des chiffres absolus. Pour la carte thématique, comment réaliser la carte thématique? Toujours, on utilise un fond cartographique. Généralement, c'est un découpage administratif. On donne par exemple le nord de l'Amérique. Donc, un fond le nord de l'Amérique. Donc, un fond cartographique plus une couche thématique d'après l'analyse de la série statistique. Et d'après la méthode de discrétisation, on va voir c'est quoi la discrétisation. Donc la superposition de deux cartes, ça donne la carte thématique. L'habillage de la carte. Chaque carte thématique contient ses éléments principaux. Donc on commence par le titre. Donc c'est un élément clé pour nous indiquer le thème de la carte. La légende pour transcrire les signes ou les significations des symboles. L'échelle est nécessaire pour donner le rapport entre les distances de réalité et sur le terrain. La source est principale et très essentielle pour inclure la source de données, le cadre pour délimiter la carte, et enfin les flèches la flèche vers le nord, donc c'est vers le pôle nord. Donc c'est l'orientation vers le nord. Donc l'échelle, c'est quoi échelle? L'échelle d'une carte est l'inverse du rapport d'une distance et de sa représentation. Donc l'échelle cartographique se présente sous deux formes, soit échelle graphique ou bien échelle numérique. Donc c'est quoi l'échelle numérique? Et le rapport d'une distance mesurée sur la carte et sa valeur réelle sur le terrain. Donc une échelle de 1 sur 100 000 signifie que 1 cm sur la carte présente 100 000 cm, soit 1000 mètres ou 1 km sur le terrain. En d'autres termes, un objet sur la carte sera 100 000 fois plus grand en d'autres termes, un objet sur la carte sera 100 000 fois plus grand dans la réalité. Donc le tableau suivant représente donc les différents types d'échelles. On commence 1 sur 5000 pour les plans cadastraux, 1 sur 25 000 pour les cartes topographiques, pour les cartes 1 sur 1 million jusqu'au 5 millions pour les cartes plus détaillées, donc généralement les cartes d'Atlas. Et les cartes, ou bien l'échelle graphique, c'est la traduction de
de l'échelle numérique et se forme de droite au abac qui matérialise sur la carte. Les variables visuelles, c'est quoi les variables visuelles? Donc c'est la présentation de la série statistique sur la carte thématique. On utilise les variables d'exprimer la variation d'un phénomène dans l'espace. On trouve 4 principales variables visuelles. On a la taille, valeur, forme et le grain ou la couleur. Donc voilà le tableau qui résume les variables visuelles, les différents types de variables visuelles. Donc selon la nature des données, donc dans une série statistique, on trouve des données, quelles que soient les données qualitatives ou quantitatives. Pour les qualitatives, on trouve les données nominales ou ordinales. Donc voyez sur le tableau comment représenter les implantations, quelles que soient ponctuelles, linéaires ou zonales. Et pour les séries statistiques quantitatives, quelles que soient relatives ou absolues, donc on représente les implantations ponctuelles, linéaires et zonales. Donc la discrétisation, c'est quoi la discrétisation? C'est quoi la discrétisation? Dans une série statistique, on représente les informations quantitatives ordonnées dans des unités géographiques et on utilise les variables valeurs. Ça veut dire on fait le découpage en classes. Donc combien de classes? Donc on fait le découpage. Donc les classes varient entre 7 à 10 pour les séries longues, pour les séries moyennes entre 6 à 4. Pour la discrétisation, il y a 2 méthodes principales, donc les méthodes graphiques ou les méthodes mathématiques. Donc pour les méthodes mathématiques, on a effectifs égaux, d'amplitude égale et de moyenne de l'écart type. Donc généralement, la discrétisation devra respecter 4 règles. La première des choses, prise en compte de l'ensemble de valeurs de la série. Deuxièmement, une valeur n'appartient qu'une seule classe. Troisième des choses, pas de recouvrement, pas de rupture entre 2 classes. Et troisièmement, indication des bornes de classe. Les méthodes de discrétisation. Première des choses, le diagramme de distribution ou les méthodes graphiques. Donc la méthode de seuil observé ou de seuil naturel met en évidence les discontinuités dans la série statistique. Voilà la représentation sur le graphe ci-dessus. Donc, chaque valeur est reportée par un point au-dessus d'un axe gradué de valeur minimale à la valeur maximale. Les seuils sont placés entre les groupes de points. Les classes ainsi créées sont à la fois les plus homogènes possibles et les plus séparées dans des classes voisines. Mais les effectifs des classes peuvent être très... Elle n'est pas réalisable lorsque la série statistique comporte un très grand nombre de valeurs. Deuxième type de discrétisation, on a les méthodes statistiques ou mathématiques. Donc premièrement, à effectifs égaux. Comportant un nombre égal d'individus, on obtient des classes à effectifs égaux. On divise l'effectif total de la série par le nombre total des classes souhaitées. Donc les classes ainsi détaillées s'appellent les quantiles ou bien les quartiles. Donc on divise le nombre d'individus sur le nombre de classes. Si les classes sont paires, ça veut dire on a un médiane. La médiane, c'est une borne de classe. Donc, et pour les classes impaires, dans l'exemple ici, c'est 5 classes. Donc, la médiane est au milieu de la classe. Cette méthode est basée sur le classement des individus et non sur les valeurs. Elle donne un résultat graphique très équilibré, mais artificiel. Elle permet de comparer des classements d'individus à travers les différents thèmes. Deuxième type, à amplitude égale. On considère l'étendue de la série de la plus petite valeur, c'est le min, à la plus grande, c'est le max, qu'on l'on divise par le nombre de classes souhaitées. Cette méthode suppose une distribution statistique uniforme, sans discontinuité majeure ni valeur exceptionnelle. Elle autorise la comparaison entre plusieurs cartes. Donc, le max moins le min sur le nombre de classes. Donc, cet exemple, il y a 5 classes entre le min et le max.
Donc, ça veut dire que chaque classe elle a le même étendue, mais pas de même effectif. Troisième type, la discrétisation standardisée. Donc, se fait par la moyenne X bar et l'écart type sigma de la série. Ça veut dire, on représente si on a besoin d'un nombre pair de classes, donc on trace un graphe gradué de min vers le max, on met le X bar au milieu de classe, donc et je délimite les classes comme suite. Donc le min, après le min, on a le X bar moins 2 sigma, X bar moins 1 sigma, donc X bar plus 1 sigma, X bar plus 2 sigma, et enfin le max. Ici, on a besoin d'un nombre pair de classes, donc la moyenne est centre de la classe. Donc X bar est centre de la classe, ce n'est pas un borne. Donc on commence la série par le min, et le borne X bar moins 1 sur 2 sigma, X bar moins 1 fois 1 sur 2 sigma, puis sigma. Après sigma plus 1 sur 2 sigma, sigma plus 1 fois 1 sur 2 sigma, et enfin le max. Voilà la représentation du rapport de proportionnalité, comment représenter les implantations ponctuelles sur la carte thématique. Donc on a le carré, le cercle et le triangle. Donc lorsqu'une variation de taille s'applique à une donnée en implantation ponctuelle, on construit des figurines proportionnelles. Donc le carré, le côté est le proportionnel à la racine carrée des quantités. Ça veut dire le variable, c'est le carré. S'il y a une série statistique avec des variables qu'on appelle sigma, on met le racine carré de chaque valeur pour trouver le carré de cette implantation. Pour le cercle est égal à la racine carrée des quantités Q2 vise pi. Ça veut dire la série sigma, elle a des valeurs. On met le sigma sur 3,14 CP. Donc, je mets le racine pour trouver le rayon de chaque cercle de la série. Donc, la variation de taille correspond à une variation de hauteur, de largeur ou de surface de figurine. Elle se conduit toujours sur la mesure d'une longueur, hauteur d'une colonne, côté d'un carré. Lorsque les figurines se chevauchent, on procède au détourage en appliquant les principes suivants. Les symboles les plus petits restent entiers et s'inscrivent dans le plus grand, dans les chevauchements en série. On fait glisser les symboles les uns sous les autres dans le même sens. Voilà comment représenter les figurines ponctuelles dans la légende, soit de façon horizontale, verticale, ou bien les uns dans les autres, et ou bien pour le carré la même chose. Donc voilà comment représenter les implantations ponctuelles dans la légende. Voilà la référence et merci pour votre attention. Merci pour votre attention.